Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition régionale. Au sommaire de ce JT, 1 million d'euros, c'est le don que vient de faire un couple à la mairie de Vannes. Un cadeau tombé du ciel qui permettra de financer une partie de la restauration de la chapelle Saint-Yves. Communication, management ou encore finances publiques, les compétences des élus locaux sont nombreuses et bien souvent complexes. Pour venir en aide à ces élus, des formations leur sont proposées tout au long de leur mandat. Éboueurs, facteurs, pompiers, chaque année, c'est le même rituel. Ils frappent à nos portes pour nous vendre leur calendrier. À Brest, les pompiers s'illustrent en bande dessinée et on voit ça dans un instant. Et dans cette édition, nous allons aussi retrouver Benjamin Bréon. Bonjour Benjamin. Bonjour Christophe. Vous allez nous préparer un Noël en musique. Et oui, que voulez-vous, même sur scène, la vie continue. Ah, j'aime quand vous titillez comme ça ma curiosité. Merci Benjamin, on se retrouve dans un instant. Bienvenue à tous dans cette édition du vendredi 8 décembre 2017. 5,6 millions d'euros, c'est le montant nécessaire à la restauration de la chapelle Saint-Yves, propriété de la ville de Vannes. Un mécénat vient d'être lancé ce jeudi pour financer les travaux, mais un couple de Vanntais a déjà fait un don d'1 million d'euros. Karine Chevrolier nous en dit plus. Les portes de la chapelle Saint-Yves sont closes depuis 26 ans. Construite au XVIIe siècle, elle est aujourd'hui dans un état de délabrement avancé. En janvier dernier, un couple de Vanntais découvre dans la presse la vétusté des lieux et s'en émeut. Il y avait la messe le soir à 6h et ça nous est arrivé d'aller de temps en temps. On savait qu'il fallait faire quelque chose pour la rénover. Alors on dit si on donne à quelqu'un, ce sera là. Jean et Annick Nives font part de leur intention de donner 1 million d'euros pour la rénovation de la chapelle, propriété de la ville. De quoi surprendre le maire. J'ai eu un petit doute, Jean. Donc, j'ai eu un petit doute. À un moment, je me suis dit, il parle en francs, il parle en euros, etc. J'étais un peu perdu. Parfois, moi, je convertis toujours en francs. Donc, oui, toujours. Donc, je me dis peut-être que c'est 150 000 euros. Mais 150 000 euros, ça aurait été déjà un geste extraordinaire. Donc, vous imaginez 1 million d'euros. Les travaux sont estimés à 5,6 millions d'euros. Maçonnerie, charpente, couverture, vitraux, une restauration totale de l'édifice est nécessaire. Il y a la nef centrale qui est une nef unique d'un seul tenant qui s'affaisse. Les murs s'affaissent aussi, comme le sol. Donc il faut très vite la consolider, autrement elle va s'effondrer sur elle-même, cette chapelle. Il y a eu quelques travaux de consolidation il y a une dizaine d'années maintenant. Ce n'est pas suffisant. Les travaux devraient durer au moins 4 ans. La chapelle va rester sacralisée. Elle sera à la fois un lieu cultuel et culturel pour les Vanntais. La campagne de mécénat est désormais lancée auprès des entreprises et particuliers. Les assureurs du centre des impôts de Morlaix, incendiés en 2014, se retournent contre l'État. Benjamin Bréon nous en dit plus dans le 5 Info. Les assureurs du centre des impôts et de la mutualité sociale agricole de Morlaix se retournent contre l'État. Les deux bâtiments avaient été incendiés en septembre 2014 lors d'une manifestation de producteurs de légumes. Les assureurs estiment que l'État en est civilement responsable et réclament 630 000 et 2,5 millions d'euros. La décision se jouera autour de la notion d'attroupement supposément spontané ou de commando réputé prémédité dans le premier cas. L'État pourrait être condamné, pas dans le second, décision à la fin du mois. Le Caripalm cargo arraisonné en 2015 avec 2,3 tonnes de cocaïne à son bord sera déconstruit à Brest. Il va être confié aux recycleurs bretons. La drogue qu'il transportait représentait une valeur à la revente comprise entre 400 et 500 millions d'euros. Lui-même en est loin, au prix de la ferraille, il vaudrait plutôt 200 000 euros. Non, l'agglomération de Quimper n'a pas le droit de couper l'eau à un usager, même s'il ne paye pas sa facture. C'est ce qu'a rappelé le tribunal administratif de Rennes ce jeudi. Plusieurs associations y contestaient une délibération de janvier 2016 prévoyant des suspensions de service à défaut de paiement dans le délai indiqué. Nouvelle perturbation en gare Montparnasse ce jeudi soir, à peine quelques jours après la grande pagaille de dimanche. Il s'agissait cette fois de problèmes de voie après la panne informatique. Bilan, la SNCF se réorganise via la nomination d'un nouveau directeur général délégué âgé de seulement 41 ans. Il aura pour objectif d'améliorer l'organisation des travaux et d'anticiper leurs possibles impacts sur le trafic. Enfin, exercice commun entre la SNSM de Begmey et l'hélicoptère Dragon 29 ce jeudi en baie de Concarneau. Objectif, répéter les manœuvres d'élitreillage d'un blessé sur son brancard.
Opération réussie sans difficulté grâce notamment à un entraînement constant. Cette année, le canot Brofouen a effectué 54 interventions dont 30 sauvetages, mais aussi, plus étonnant, 6 immersions de cendres. Parlons urbanisme à présent. Quand une agglomération ou une ville a un projet de développement d'une zone d'activité ou la réalisation d'un programme de bureau, il faut trouver un partenaire pour le réaliser. Ce peut être un promoteur. Jeudi et vendredi, des villes comme Saint-Étienne, Le Havre, mais aussi Quimper et Lorient étaient réunis à Paris pour participer au CIMI, salon spécialisé sur cet immobilier d'entreprise. Certaines de ces villes n'hésitant pas à travailler main dans la main pour aller rencontrer ces investisseurs. À Paris, le reportage de Laurent Villebout. Paris, Porte Chaillot, le CIMI. Ce salon de l'immobilier d'entreprise et de l'habitat réunit les porteurs de projets tels les collectivités et les promoteurs à même de les réaliser. Réunis sous la bannière Bretagne, le Business Carré rassemble les agglos de Lannion, Saint-Brieuc, Lorient et Quimper. Elles viennent ensemble essayer de séduire ceux qui pourraient investir sur leur territoire. Mettre en synergie nos moyens, c'est une façon d'être plus fort. J'allais dire face aux métropoles aussi qui n'attendent pas les territoires comme nous pour avancer. C'est important d'être ensemble, de chasser un peu en meute. On vend un territoire, on ne vend pas spécialement une ville, on vend un territoire. Qualité de vie, potentiel économique, chaque ville met en avant ses atouts. Zone d'activité, bureaux, immobilier résidentiel, les projets à réaliser sont variés et bien réels. Le fameux 765 avenue, qui est le triangle des entrepreneurs. C'est un 30 hectares qui est au cœur de la ville, à côté de la gare de Quimper, la gare TGV, au cœur de ville, 30 hectares pour du tertiaire essentiellement. Aujourd'hui, sur le foncier économique, on a à peu près une vingtaine d'hectares disponibles. Et puis, on a des projets en cours, notamment le quartier autour de la gare. Plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés de bureaux disponibles. Travail de longue haleine, la concrétisation de ces prospects sur Paris va nécessiter plusieurs rendez-vous. Là, on est sur des deuxièmes niveaux de rencontres qui petit à petit rentrent dans le concret. La constance de l'effort finit par payer parce que promouvoir un territoire et son offre, c'est quelque chose qui se fait dans la durée. Paris rassemble aujourd'hui tous les investisseurs français. Donc c'est normal d'être sur notre stand et aussi sur les stands des collègues pour discuter justement avec des investisseurs qui sont potentiellement intéressés. L'an dernier, le CIMI a rassemblé 27 000 participants. Chaque année, un catalogue de formation est proposé aux élus du Finistère par le service de formation continue et alternance de l'UBO. Cette offre a été mise en place pour répondre aux attentes et aux nouvelles compétences des élus. Depuis le 1er janvier 2016, ils ont droit à un DIF, un droit individuel à la formation de 20 heures par an durant tout leur mandat. Direction Morlaix Communauté avec Sophie Lecroisier. Une quinzaine d'élus locaux sont réunis pour 3 heures de formation. Au menu ce soir-là, le thème du PACS, la nouvelle responsabilité des communes depuis le 1er novembre. Des changements de compétences comme celui-ci, il en arrive très régulièrement durant la mandature. Alors les élus locaux peuvent, s'ils le souhaitent, se former. Si on est nouvel élu, il faut effectivement acquérir des nouvelles compétences sur des thèmes extrêmement variés. La communication, le management, l'urbanisme, toutes les politiques publiques, l'intercommunalité, les finances locales. Avant 2018, il n'existait pas de centre de formation pour les élus locaux en Finistère. Pourtant, la demande des élus était forte. En 2014, par exemple, il y a eu environ 44% de renouvellement des équipes municipales dans le département. À force d'être devant un mur au niveau administratif, donc derrière, les gens ils étaient fatigués de passer du temps à travailler au niveau de la mairie, donc ils jetaient l'éponge car ils n'étaient pas assez épaulés. On arrivait, on était une jeune équipe à la tête de la mairie et personne ne savait par quel bout prendre les choses. Et quand on est sorti de la formation qui avait lieu en 2 sessions, en fait, on était vraiment rassurés, on a pu mettre en place des choses effectives. Une quarantaine de nouveaux modules leur sont proposés chaque année. Dans cette offre, il y a 70% de nouveautés. Une équipe d'une 50aine de formateurs enseigne sur le département. Non, il n'y a pas de contrôle. En fait, l'idée, c'est aussi d'échanger. Donc, au fur et à mesure, il y a des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas totalement claires, je pense. Et puis, moi-même, je peux aussi, bien sûr, interagir avec eux, ce qui est doublement intéressant, je pense, de part et d'autre. 5000 élus finistériens ont été formés sur le territoire depuis 2008. Vous êtes en panne d'inspiration pour vos cadeaux de Noël? Restez là. Benjamin Bréon va répondre à vos attentes et surtout si vous aimez la musique. Alors Benjamin, cette période de pré-Noël, c'est aussi la période des annonces et des premières ventes des festivals bretons.
Bah oui Christophe, il faut dire qu'entre les festivals, la concurrence est rude et le budget nécessaire assez élevé. On parle quand même de 200 € pour le Hellfest à Clisson, 150 pour les Vieilles Charrues, c'est 115 pour aller aux différentes fêtes du bruit, que ce soit à Saint-Nolff ou à Landerneau. Et ça, bien sûr, sans les dépenses sur place. Et tous les gens qui sont déjà allés dans ce type de rassemblement voient de quoi je veux parler. Ouais, vous voulez dire qu'il faut bien se restaurer, hein. C'est ça, Christophe, la restauration, très important. La restauration et l'hydratation aussi, c'est très important. Non, bref, ça peut faire de beaux cadeaux de Noël, ces billets pour les festivals, et les organisateurs ne s'y trompent pas. C'est pour ça qu'ils commencent à dévoiler leur programmation à peu près tous en même temps. C'est la course à qui aura la plus grosse tête d'affiche qui suscitera le plus grand engouement. Donc, c'est bientôt la fin du suspense. En partie, oui. Alors, je peux déjà vous annoncer, il n'y aura pas de Johnny Hallyday. Non, sérieusement. Les Vieilles Charrues, par exemple, ont déjà annoncé Dépêche Mode, mais ils dévoileront d'autres noms lundi et ouvriront leur billetterie mercredi. Le Bout du Monde, pour sa part, dévoilera sa programmation vendredi pour une mise en vente de ses places samedi. Et on a appris aujourd'hui de nouveaux noms pour les fêtes du bruit. The Offspring et Macklemore rejoindront Indochine à Saint-Nolff et NTM viendra mettre le feu à Landerneau. Ouais, mais alors finalement, c'est une stratégie payante. Alors pour ceux à qui on offre les billets, j'aurais tendance à dire, bien sûr, pour les festivals, la problématique est double. Les gros festivals bretons font quasiment le plein chaque année. En revanche, vendre des billets très en avance leur permet bien sûr d'avoir de la trésorerie, mais aussi de négocier dans meilleure position avec des groupes qui éventuellement hésiteraient. Et à ce jeu-là, il y a un champion toute catégorie, c'est le Hellfest à Clisson, en Loire-Atlantique. La grand-messe du métal, figurez-vous, a vendu cette année ses 54 000 passes 3 jours en 48 heures, et ce, avant d'avoir annoncé le moindre nom. Alors, c'est un bel exploit, mais ça veut aussi dire que si vous n'y aviez pas pensé, pour en offrir un pour Noël, c'est trop tard. Merci Benjamin, on va bien sûr se tenir prêt, les billetteries ouvrent dès la semaine prochaine. Et avant de refermer cette édition, je vous propose de découvrir l'idée originale des pompiers de Brest. Ils viennent d'éditer un calendrier humoristique présenté sous forme de caricature dessinée par l'un des membres de l'Amicale des pompiers. Et Frédéric Lorenzon nous en dit plus. Il faut bien l'avouer, le traditionnel calendrier des pompiers, c'est souvent ça. De beaux camions rouges, rutilants et la panoplie complète des soldats du feu. À Brest, pour 2018, l'Amicale des sapeurs-pompiers a décidé de changer d'échelle. Donc on a un excellent dessinateur dans notre caserne. On n'est pas que pompiers, on fait aussi plein de choses à l'extérieur. Donc du coup, on a fait une commande cette année avec Didier pour nous illustrer notre calendrier sur un ton un peu humoristique. On a pris en otage par les pompiers. Donc on ait le temps de vendre notre calendrier avant lui. Alors inspiration, on va dire qu'il y a un petit peu de vécu. On prend un petit peu ce qu'on a vécu au niveau des interventions ou avec les collègues, les histoires avec les collègues. Et j'ai eu aussi l'aide de quelques collègues qui m'ont donné des idées pour réaliser ce calendrier. Tiré à 27 000 exemplaires, la vente des calendriers des pompiers de Brest permet à l'Amicale d'améliorer la vie de caserne des sapeurs toujours plus sollicités, mais aussi de donner des petits coups de pouce humanitaires. On fait des dons à des associations, dont notamment les Blues Roses. On fait aussi des dons à la mucoviscidose. Il y a une partie de l'argent aussi qui va aux pupilles. Enfin, le calendrier 2018 des pompiers de Brest réserve aussi une surprise au mois de mars avec la caricature de notre ami Steven Leroy. Ouais, moi je trouve ça à moitié nul. Et puis en plus, mes nains, ils préféraient quand c'était des camions rouges. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. Lundi, vous retrouvez Julie Sicot. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end. À très bientôt sur TBO et TV Sud.